Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, le gouvernement a mis fin à la mesure d'interdiction des exportations de certains produits vivriers par voie terrestre, soit plus d'1 an après son imposition. Lors de sa rencontre hebdomadaire avec les hommes des médias, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngouetchi, est revenu sur les motivations profondes de la mesure. En 2026, les Béninois se rendront aux urnes pour choisir le futur occupant du palais de la Marina, ce nouveau président qui aura la responsabilité de diriger le pays pendant les 5 années à venir devra faire preuve d'un charisme certain. À cet effet, les citoyens ont dressé le portrait robot de celui qu'ils souhaitent voir à la tête de l'État, un élément à découvrir dans ce journal. À la page Inter, Donald Trump rencontre ce mercredi 5 présidents africains à Washington. C'est sa première démarche diplomatique majeure en direction de l'Afrique depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025. À nouveau, bonsoir. Le Bénin lève l'interdiction d'exporter certains produits par voie terrestre. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngouetchi, au cours d'une rencontre avec la presse. Une décision qui marque un retour à la normale pour les acteurs concernés. Suivons un extrait de ses propos. Quand on a annoncé l'interdiction, ce n'était pas une interdiction formelle ni intemporelle. Elle est encadrée dans un délai. Et rappelez-vous l'objectif. Nous avons dit, il y a la zone industrielle de Glodjibé qui est en place. Il y a des usines qu'on a amenées à s'installer. Pour que les usines tournent et pour qu'elles emploient nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, il faut qu'elles aient la matière première. Si on produit et qu'on exporte tout, c'est en vain qu'on aurait installé les usines. Donc on a décidé de faire en sorte que lorsque la campagne agricole s'achève, le temps des récoltes étant là, les premiers mois servent à fournir les usines en intrants et le marché national. Pour éviter que ça sorte, parce qu'on avait cette habitude de pratiquement tout sortir. Les étrangers venaient, ils proposaient des prix que les producteurs trouvaient mirobolants et pouvaient les prendre au détriment de la consommation nationale et au détriment aussi de la transformation que nous pouvons faire au plan national. Donc, en général, ce que nous avons par contre formellement interdit, c'était les exportations par voie de terre. Et pourquoi? Parce que quand vous exportez, l'exportateur ou l'opérateur économique qui arrive chez nous, qui appréhende certaines de nos productions et doit exporter, réglementairement, il faut qu'il passe par le port de Cotonou. S'il ne veut pas mettre dans un cargo en avion. Par le port de Cotonou, on connaît exactement les volumes qui sortent. Ça nous permet à l'arrivée d'avoir des statistiques fiables sur la balance commerciale et ce que vous devez payer en contrepartie en tant qu'exportateur, vous le payez au cordon douanier. Or, il se fait que si quelques-uns de ces exportateurs suivent bien les règles et passent par le port, il y a un gros lot qui préfère sortir par les pistes qui ne sont pas des voies d'entrée formelles entre notre pays et les pays voisins. Or, ce que ces personnes-là faisaient et que certaines font encore avec la complicité de certains de nos agents ou ce que certaines de nos populations faisaient en méconnaissance des règles diplomatiques, c'était comme si vous laissiez un portail, une entrée officielle et vous faisiez le mur pour aller chez l'autre. Parce qu'il y a 10 000 pistes. On partage un peu plus de 800 km de frontières, par exemple, avec le Nigeria. Mais il y a des points d'entrée et de sortie officiellement connus. Lorsque vous les laissez, que vous passez par les pistes, vous fraudez. Donc, nous avons commencé à interdire cela. Parce que nous voulons contrôler ce qui sort et ce qui entre. Connaître les volumes. Et faire payer à ceux qui viennent chercher les produits ce qu'il faut. Et je rappelle souvent aux producteurs, parce qu'un temps, cette mesure a été victime d'intoxication de toutes sortes. Je rappelle que le producteur de maïs, de cajou, de soja, qui dans son champ a peut-être un magasin ou dans sa maison un grenier et qui vend au champ, qui vend dans sa maison, il n'y a pas un agent des douanes qui arrive dans son champ ou dans sa maison pour dire qu'il faut payer quelque chose.
Donc, ce qu'on demandait aux gens de payer, ce n'est pas à la charge du producteur. Mais c'est celui qui vient acheter chez le producteur et qui veut passer par les pistes pour envoyer dans les pays voisins. Les services de douane l'interceptent, on lui demande de payer ce qu'il refuse de payer en ne passant pas par Cotonou. On a fait croire à l'époque aux producteurs que c'était à leur charge parce que le gouvernement ne veut pas qu'ils vendent. C'était pas du tout ça. Donc, on le fait pendant un certain temps. Et chaque année, il y a l'arrêté interministériel que le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture prennent pour indiquer généralement 6 mois. Et les 6 mois étant arrivés dernièrement à échéance, ils disent, OK, maintenant, on peut sortir les produits. On sait que les usines ont été ravitaillées. On sait que le marché national en a suffisamment. Et s'il y a de l'excédent, nous voulons bien que nos producteurs s'enrichissent. Parce que des gens qui souffrent beaucoup pour nous nourrir. Et quand ils font plus que nos besoins de consommation, normalement, il faut qu'ils s'enrichissent. Mais on leur demande, ne vous enrichissez pas au détriment de tous les Béninois. Faites en sorte que les Béninois aient ce qu'ils vont manger et le reste, vous vendez à qui vous donne le plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la mesure qui a été prise là pour lever l'interdiction vient constater en fait que le délai dans lequel on avait enfermé l'interdiction était arrivé à terme et que maintenant, ils peuvent exporter. Autre volet de l'actualité, Paulé Akpounon n'est plus ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Il a été révoqué par décret présidentiel le 26 juin dernier, 6 mois après sa nomination. Quelques jours avant son limogeage à Parakou, lors d'une rencontre, il avait affirmé que des fonds publics destinés à l'eau potable auraient été détournés par son prédécesseur. Des propos qui ont suscité l'attention du public et provoqué de nombreuses réactions. Voici ce qu'en pensent certains citoyens. Après Akpounon, vous savez, vous ne pouvez pas être dans un gouvernement et jouer des rôles contraires. Le gouvernement a un porte-parole. Quand il y a même des dossiers de détournement qui sont en fait des crimes économiques, nous avons l'institution spécialisée en la matière qui est la Criette. Aucun ministre du gouvernement ne peut prendre la parole publiquement et mettre sur les lieux des dossiers aussi très sensibles. Ces dossiers sont des dossiers vraiment sensibles. Donc, le président Talon, son modèle de gouvernance, je pense qu'il y a certains partenaires qui ne maîtrisent pas encore. Est-ce que vous avez vu au Bénin même un conseil des ministres se tenir sans la présence du président de la République? C'est un signal fort quand même pour les membres du gouvernement, mais c'est un cadre à certains niveaux. Donc, tout ce qui va être dit, c'est au sein du gouvernement, et le gouvernement enclenche la procédure judiciaire cas par cas. C'est tout. Le ministre Akpounon, je pense qu'il a fait une erreur qui a été fatale pour lui. Les tenants des aboutissants de l'erreur, hein, il faut qu'ils soient aussi bien sanctionnés et très bien, disons, sanctionnés. Le président de la République n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. C'est un développeur et tout le peuple va l'accompagner. Le principe est violé. Quand le principe est violé, écoutez-moi, le vin est tiré, hein, donc la sanction est là. Peut-être que l'excuse présentée va lui éviter d'aller à un autre endroit, c'est tout. Vous êtes un ministre de l'État. Mais lorsque vous êtes à la tête de ce ministère, tout ce que vous remarquez comme anomalie, mais touchez votre patron pour dire, ah, j'ai remarqué tant. Ce n'est pas en face de la population que vous allez commencer par faire, c'est-à-dire, dit cela, là, vous intoxiquez, c'est-à-dire le gouvernement dans lequel vous êtes, qui n'est pas normal, qui n'est pas sérieux. Parce que, depuis qu'il est là, au moins il a fait 6 mois déjà à la tête de ce ministère géant.
Mais lorsqu'il remarque des trucs là, mais il devrait saisir l'hierarchie, le patron. J'ai remarqué tel. Qu'est-ce qu'il en est? Et votre patron, vous allez essayer de discuter ça. Si vous insulte maintenant de mettre ce dossier à la disposition de la criette, vous allez le faire. Mais sans lui, sans rien, vous êtes parti pour dire que plus de dizaines de milliards sont enfumés. C'est une erreur. C'est une erreur de responsabilité. Ce qui lui aurait manqué, c'est le dynamisme et le respect de la déontologie des tâches qui lui ont été confiées. Et dans le reste de l'actualité, le Bénin se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire politique. De Nicéphore Soglo à Patrice Talon, en passant par Mathieu Kérékou et Bouniaï, chaque président a imprimé sa marque avec un style de gouvernance propre. Le futur chef de l'État devra donc trouver un juste milieu entre ces différentes approches pour conduire le pays vers plus de prospérité. Dans cette perspective, les citoyens rencontrés à Cotonou ont esquissé le portrait robot du dirigeant qu'ils souhaitent voir émerger. Le prochain président de la République doit être un Béninois de père et de mère, pur sang, famille, origine béninoise. Le patronyme doit être d'origine béninoise. On doit prouver que l'ADN, son ADN serait pur sang béninois qui circule dans ses veines. Je souhaite ardemment que le prochain chef de l'État ait le profil, l'esprit de Feu Félix Houphouët-Boigny, qui a toujours dit le dialogue est prôné, le dialogue pour tout projet en Côte d'Ivoire où j'étais. Un président qui a de l'empathie, c'est-à-dire la faculté d'écouter. La magie de la réussite d'un pays, d'une entreprise, c'est d'écouter ses collaborateurs. Et les collaborateurs d'un président de la République, c'est tout le peuple. Même le mendiant. Même le mendiant. Le fou fait partie de la population. Car quelqu'un qui est malade, qui est surmené aujourd'hui, peut être un bon travailleur demain. Le Bénin, les Béninois ont trop de problèmes. Il y a trop de souffrance au Bénin. Je suis béninois et on vit ça au quotidien. Si il faut un nouveau président pour le Bénin, cette personnalité doit avoir des qualités. D'abord, premièrement, il doit cultiver, il doit avoir quelqu'un qui a l'amour du peuple, l'amour de la patrie. Il doit avoir la crainte de Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu, il doit avoir peur de Dieu. Non violent, parce que aucun problème ne se règle dans la violence. Il doit éliminer la méchanceté. Mais un pays où il n'y a pas la paix du cœur, le président ne peut pas gérer. Mais quand toute la nation sera réunie, alors là, les problèmes seront tranchés. Ce ne serait pas une conférence qui sera organisée en quelques jours. Non. On peut mettre 3 mois. Décortiquer chaque problème en profondeur et éradiquer une fois pour de bon. Et là, le Bénin repartira sur de nouvelles bases. La seule chose que nous demandons au prochain président, c'est d'avoir la faculté, sur tous les champs, d'écouter son peuple. C'est tout. S'il écoutera son peuple, les choses allaient changer. Nous parlons de la cherté de la vie. Il fallait que les textes à l'entrée soient un peu plus diminués. Nous voyons les émédiamans comment ils souffrent. On les traite partout. Donc celui-là doit être quelqu'un qui intègre, qui doit
se donner et chercher des solutions aux problèmes. Les gens ont besoin des solutions. Les problèmes sont énormes. Chaque jour, il y a des problèmes dans les hôpitaux, dans les maisons, donc, dans les marchés. Donc, c'est des solutions, c'est des solutions. C'est les solutions qu'on veut. En interactualité, en République démocratique du Congo, le diocèse catholique de Goma vit depuis ce samedi une série de célébrations de 3 jours en l'honneur de Floribert Wanashui, ancien cadre de l'Office congolais de contrôle, a été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de céder à la corruption en bloquant l'entrée de denrées alimentaires avariées à Goma. Son geste héroïque, motivé par sa foi chrétienne, a été reconnu par le pape François en novembre 2024, ouvrant la voie à sa béatification. Le reportage. Le corps de Floribert Wanashui Binkositi, douanier congolais récemment béatifié par le Vatican, a été transféré ce mardi de son ancien lieu de repos vers la cathédrale Saint-Joseph de Goma. Enlevé et assassiné en 2007 pour avoir refusé un pot de vin lié à une cargaison de riz impropre à la consommation, il est désormais honoré comme martyr de la foi. Nous sommes tous en fête avec un sentiment de gratitude. Il y a l'émotion qui est si grande pour nous. Et on se sent comme si il y a une lueur d'espoir pour notre région, pour notre pays. Et aujourd'hui, nous célébrons un bien-aimé congolais de notre ville. Donc, il y a tant de joie que nous avons aujourd'hui. Des centaines de fidèles se sont réunis pour lui rendre hommage, vêtus de tenues traditionnelles à son effigie et chantant en mémoire de son courage. C'est une très très grande interpellation. Il faudra que tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour lutter contre ces antivaleurs. On ne peut pas imaginer le développement de ce pays si on ne lutte pas contre la fraude, contre la corruption, contre la tricherie et contre la contrebande. En honorant Floribert Kositi comme martyr, l'Église ouvre la voie à sa canonisation et peut-être à sa reconnaissance comme premier saint du Congo. Cette démarche s'inscrit dans la vision élargie du martyr portée par le pape François, qui défendait l'idée que ceux qui donnent leur vie pour la justice et la vérité en fidélité à l'Évangile peuvent être appelés à la sainteté. À Nairobi, la tension est encore tangible après les manifestations violentes du lundi initiées par la jeunesse de la génération Z. Le mouvement protestataire dénonce la corruption et la gestion défaillante du pays. Le bilan est lourd. Selon la Commission nationale des droits humains, au moins 10 personnes ont perdu la vie lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Par ailleurs, les dégâts matériels sont considérables avec des commerces, des banques et 2 hôpitaux mis à sac dans la capitale et sa périphérie. Suivant. À Nairobi, c'est le choc pour les commerçants. Au lendemain des manifestations violemment réprimées, ils découvrent l'ampleur des dégâts, vitrines brisées, rayons pillés, boutiques dévastées. Selon la Commission kenyane des droits humains, au moins 10 personnes ont été tuées dans les affrontements. Ce sont des voyous parce que ce ne sont pas des manifestants de la génération Z. Ce sont des voyous. Ils ont envahi notre magasin et nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu de l'argent liquide, des téléphones, beaucoup d'entre eux pour des montants très importants. Nous avons perdu nos ordinateurs portables, nos imprimantes, nos machines et même le magasin est irrémédiablement endommagé. Le même scénario dans de nombreux quartiers de la ville, supermarchés, banques, hôpitaux, rien n'a été épargné. Depuis plusieurs semaines, la jeunesse kenyane issue de la génération Z descend dans la rue pour dénoncer la corruption et la vie chère. Nous avons constaté que l'entrée avait été forcée, puis ils ont frappé les vitres en essayant de passer par les fenêtres. Mais ils n'y sont pas parvenus. Ils sont donc revenus à l'entrée et sont entrés pillant tous les appareils électroniques, tous les micro-ondes, les téléviseurs, les distributeurs et causant d'énormes dégâts dans les allées. Le gouvernement kényan n'a pas encore réagi officiellement aux derniers incidents. Une réponse politique est attendue dans les prochains jours alors que de nouveaux appels à manifester circulent déjà sur les réseaux sociaux.
Un commissaire européen à la migration et des ministres grecs, italiens et maltais qui venaient d'arriver à Benghazi dans l'Est libyen pour une visite ont été sommés à leur arrivée à l'aéroport de repartir. Dénonçant une violation flagrante des normes diplomatiques, les autorités de l'Est du pays ont indiqué dans un communiqué avoir informé Magnus Brunner et les ministres italiens et maltais de l'Intérieur de l'annulation de leur visite. Les 4 responsables politiques en question sont considérés comme persona non grata. Le reportage. En Libye, la visite d'une délégation de l'Union européenne à Benghazi a été brutalement interrompue. Les ministres de l'Intérieur de l'Italie, de la Grèce, de Malte, ainsi que le commissaire européen chargé des migrations ont été déclarés persona non grata dès leur arrivée à l'aéroport de Benina dans l'est du pays. Le gouvernement de l'Est a refoulé la mission européenne en reprochant à ses représentants d'avoir bafoué les procédures d'entrée et de circulation exigées par la législation libyenne. La délégation européenne avait débuté sa visite par Tripoli, siège du gouvernement reconnu par l'ONU, sans concertation préalable avec les autorités de l'Est libyen. Le commissaire européen Magnus Brunner a réagi avec retenue sur les réseaux sociaux, notant simplement que les réunions prévues à Benghazi n'avaient pas eu lieu. Pour l'Union européenne, cet épisode pourrait pousser à une réévaluation des stratégies diplomatiques. Les discussions sur l'immigration, bien que cruciales, devront désormais tenir compte des dynamiques internes libyennes. La Libye demeure divisée entre 2 pouvoirs rivaux à l'ouest et à l'est, compliquant toute initiative étrangère sur des dossiers aussi sensibles que la migration. Donald Trump accueille à partir de ce mercredi et pour 3 jours les présidents du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. L'assent de ce premier sommet africain organisé à la Maison-Blanche par le président américain devrait être mis sur les opportunités économiques que représentent ces pays pour les États-Unis. C'est après moi. C'est sa première démarche diplomatique majeure en direction de l'Afrique depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025. Donald Trump rencontre mercredi 5 présidents africains à Washington. Le Sénégalais Diomaye Faye, le Libérien Joseph Boakai, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, le Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo et le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema ont reçu les cartes d'invitation pour un mini-sommet avec le président américain dans le bureau ovale du 9 au 11 juillet. Au menu, les questions économiques et sécuritaires, un échange avec les présidents dont les pays sont des partenaires stratégiques sur des questions de minéraux critiques et de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, entre autres. La rencontre se tiendra sur fond de tarifs douaniers et des coupes budgétaires imposées par l'administration Trump qui menace plusieurs pays africains. Elle intervient aussi dans un contexte marqué par l'implication de Washington dans la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa, qui nourrit l'espoir d'un retour à la stabilité dans les provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.